Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Héloïse d'Ormesson, présentent Goebbels, tome 1, 1897-1937, de Peter Langerich, lu par Laurent Moreau. Prologue. Le 30 avril 1945, le docteur Joseph Goebbels, chancelier du Reich en exercice, quelques heures à peine après avoir hérité de ses fonctions à la mort de Hitler, tenta de repousser son suicide, qu'il avait pourtant maintes fois annoncé. Il rédigea une lettre à l'attention du commandant en chef des forces armées de l'Union soviétique, où il faisait part du suicide de Hitler et du fait qu'il lui avait succédé. En même temps que la promotion de Goebbels, le dictateur avait ordonné que l'amiral Karl Dönitz soit nommé président du Reich. Goebbels inclut dans sa lettre une proposition d'armistice et l'ouverture de négociations de paix. Hans Krebs, chef d'état-major général, qui parlait russe depuis qu'il avait occupé les fonctions d'attaché militaire à Moscou, entreprit de traverser la ligne de front, qui ne se trouvait plus qu'à quelques centaines de mètres de la chancellerie. Tôt dans la matinée, il transmit la lettre au général de corps d'armée Vassili Tchouikov, commandant de la 8e armée de la garde, qui avait établi son quartier général à Tempelhof. Tchouikov entra en contact avec le maréchal Georgi Zhukov, commandant en chef des forces armées soviétiques engagées dans la bataille de Berlin. À son tour, celui-ci en informa le dictateur Joseph Staline. Quelques heures plus tard, la réponse arrivait de Moscou. Un cessez-le-feu était inenvisageable, le Kremlin exigeait la capitulation des forces allemandes. Quand Krebs communiqua ce résultat à Goebbels le 1er mai, ce dernier lui reprocha d'être responsable de l'échec des négociations, puis il décida d'envoyer une nouvelle délégation à Tchouikov, laquelle revint alors avec la même réponse. C'est alors seulement que Goebbels se résolut à informer Dönitz de la mort de Hitler et de la succession du Führer. Il avait sciemment essayé d'obtenir un armistice avant l'entrée en fonction du nouveau chef de l'État. À l'occasion d'un briefing, Goebbels laissa aux occupants du bunker la possibilité de s'enfuir par leurs propres moyens. À plusieurs reprises, il avait annoncé publiquement son intention de mettre fin à ses jours avec ses plus proches partisans si le Troisième Reich venait à s'effondrer. Dans un discours radiodiffusé à la fin du mois de février, il avait affirmé que dans une telle situation, il estimerait que sa vie n'aurait plus aucune valeur, ni pour moi, ni pour mes enfants. Le 15 avril, dans l'hebdomadaire Das Reich, il avait fait ses adieux à ses lecteurs en leur demandant de manière purement rhétorique qui, après une victoire alliée, pouvait seulement envisager de poursuivre son existence. 2 semaines plus tard, la dernière heure de la famille Goebbels avait sonné. Goebbels laissa son épouse se charger de l'assassinat des enfants, préparé de longue date. Les circonstances exactes du meurtre et la question de la responsabilité personnelle de l'infanticide restent floues. Après la guerre, le dentiste Helmut Kunz soutint à plusieurs reprises qu'il avait d'abord administré une injection de morphine aux enfants, puis que Magda Goebbels leur avait elle-même enfoncé une capsule de cyanure dans la bouche. Plus tard, il revint sur cette version et attribua le geste à Ludwig Stumpfegger, le médecin personnel de Hitler. Dès le 28 avril, Magda et Joseph Goebbels avaient envoyé à Harald Gwandt, le fils qu'avait eu Magda d'un premier mariage, des lettres d'adieu où ils lui annonçaient leur suicide et le meurtre des enfants. Il les avait confiés à l'aviatrice Anna Reitsch, qui était parvenue le jour même à quitter la ville en avion. Goebbels écrivit que l'Allemagne réchappera de cette guerre terrible, mais seulement quand notre peuple aura eu sous les yeux des exemples vers lesquels se tourner. C'est un tel exemple que nous allons lui donner. Dans leur lettre à Harald, Magda affirma qu'aussi bien son époux que Hitler lui-même avaient tenté de la convaincre de fuir Berlin.
mais elle avait refusé. Elle ne cachait pas qu'elle avait été partie prenante dans la décision de tuer les demi-sœurs et le demi-frère de Harald. Le monde qui vient après le Führer et le national-socialisme ne vaut plus la peine d'être vécu, et c'est pour cela que j'ai emporté avec moi les enfants, car ils sont trop bons pour la vie qui vient après nous, et un Dieu miséricordieux me comprendra si je leur accorde moi-même le salut. Nous n'avons plus qu'un seul but, la fidélité au Führer jusque dans la mort. Après la guerre, Günther Schwegermann, l'aide de camp de Hitler, déclara que dans la soirée du 1er mai, Goebbels l'avait convoqué et informé que son épouse et lui allaient se suicider. Selon le témoignage de Schwegermann, Goebbels l'avait prié de s'assurer de toute façon de sa mort en lui donnant le coup de grâce et de brûler leur corps. Une fois prises les dispositions nécessaires, Goebbels lui avait fait ses adieux et lui avait offert le portrait du Führer qui ornait son bureau. Schwegermann disait avoir eu l'impression que Goebbels avait veillé jusqu'à la dernière minute à soigner les apparences. Peu après, vers 20h30, le ministre et son épouse quittèrent la chambre. Il se rendit en silence jusqu'à la garde-robe, en sortit son pardessus, mit son chapeau et enfila ses gants. Il donna le bras à son épouse et se retira du bunker sans un mot par la sortie menant vers le jardin. Un peu plus tard, Schwegermann retrouva les corps inanimés des Goebbels. Tous deux s'étaient apparemment empoisonnés dans le jardin. Comme prévu, mon adjoint tira 1 ou 2 fois sur le corps du docteur Goebbels. Les 2 corps ne bougeaient absolument plus. On versa sur eux de l'essence à laquelle on mit le feu. En un rien de temps, les cadavres furent enveloppés par les flammes. Presque tous les hauts fonctionnaires du régime nazi avaient fui la capitale avant l'arrivée des troupes soviétiques. Et même les membres du cercle le plus étroit des dirigeants s'efforçaient, confrontés à la chute du Troisième Reich, de sauver au moins leur vie. Himmler chercha à se dissimuler parmi les millions de soldats de la Wehrmacht vaincus, mais fut fait prisonnier et reconnu. Après la mort de Hitler, Bormann tenta d'échapper au siège les armes à la main et fut tué. Göring et Speer se rendirent aux Alliés. Du cercle des intimes du Führer, Goebbels fut le seul qui, après le décès de Hitler, se retrancha dans le bunker et finit par le suivre dans le suicide. Et il fut le seul à entraîner toute sa famille dans sa perte. Cette dernière étape fut elle aussi mise en scène pour le monde de l'après-guerre. S'il n'avait mis fin à ses jours qu'avec son épouse, nous aurions pu croire que, comme tant d'autres, il avait fui les ultimes conséquences d'une situation sans issue. Ce qui, de son point de vue, aurait été perçu comme la reconnaissance de l'échec complet de son projet de vie. Comme une sortie pathétique, au moment où son travail politique, le travail de ces 20 dernières années, se concluait par une gigantesque catastrophe. Or, avec sa femme, Goebbels souhaitait orchestrer un épilogue dramatique, s'offrir en exemple par cette fidélité jusque dans la mort qu'avait juré son épouse. Il ne disposait plus pour ce faire de moyens de propagande conventionnels. Le geste radical de l'exécution de toute sa famille parut lui donner la possibilité de prouver au monde entier qu'il s'était bel et bien dévoué à Hitler jusque dans ses derniers retranchements, qu'il était le seul de la clique nazie au pouvoir à être prêt à renoncer à son droit à la vie au nom de cette loyauté inconditionnelle. En franchissant cette ultime étape, il estimait avoir la chance de transformer son parcours totalement raté en l'œuvre d'une vie qui semblerait marquée par une droiture extraordinaire et un engagement sans faille. Cette dernière mise en scène de propagande, que le ministre avait élaborée avec à l'esprit sa renommée posthume, démontre avant tout la grande dépendance psychologique de Goebbels vis-à-vis de Hitler. Car avec le suicide de ce dernier, sa propre existence avait perdu tout sens. Oui, pour les Goebbels, il était impensable que leur famille continue à exister après la mort du Führer, car ils se concevaient également comme la famille de Hitler. Cette abnégation envers Hitler devait,
par le meurtre et le suicide, être érigé en vertu. La fidélité jusque dans la mort.